Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Plan Blanc Santé. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'être avec le docteur Gauthier. Bonjour docteur Gauthier. Bonjour Elie. Comment allez-vous? Ça va bien et vous? Écoutez, je vais très bien, merci. Docteur Gauthier, est-ce que nous pouvons commencer cette interview par votre présentation? Très bien. Donc moi, je suis le docteur Cyril Gauthier, je suis médecin nutritionniste à Dijon. J'ai plusieurs activités. Je suis le fondateur d'EMNO, Espace Médical Nutrition et Obésité, qui est l'une des premières expérimentations article 51 obésité et qui est passée dans le droit commun avec le parcours coordonné renforcé obésité complexe. Et puis je suis également le cofondateur de Nuvie, de PSD Nuvie, qui est un outil digital de e-santé qui permet aux patients souffrant de maladies chroniques et aux professionnels d'accompagner les parcours de soins dans une dimension d'éducation thérapeutique digitale. Docteur Gauthier, est-ce que vous pouvez nous dire ce qui vous a conduit à vous spécialiser dans la prise en charge de l'obésité? Alors, pourquoi l'obésité? C'est une très bonne question. On est face à une problématique de santé publique avec des patients, des personnes qui sont en souffrance. Et c'est une médecine très transversale, la nutrition, très intéressante. C'est une médecine humaine où on a besoin, on traite pas une biologie, on traite une personne, on travaille des comportements humains et c'est passionnant parce que c'est une médecine qui évolue. La médecine de l'obésité évolue énormément. Il y a aussi cette forme d'injustice que peuvent vivre les patients qui souffrent d'obésité avec cette stigmatisation qu'ils vivent en permanence, en croyant qu'une personne en situation d'obésité, c'est forcément quelqu'un qui fait mal les choses, qui bouge pas, qui mange trop, qui mange mal, alors que ça peut être une vraie pathologie. Et finalement, la corpulence d'une personne peut être le reflet d'une pathologie chronique complexe qu'est l'obésité. Et donc, très rapidement, je me suis intéressé dans le domaine de la nutrition à cette dimension et à cette problématique qu'est l'obésité, en essayant petit à petit d'innover les parcours de soins, sachant que quand j'ai débuté cette formation et cette expertise dans la nutrition et l'obésité, on avait encore peu de ressources thérapeutiques et peu de parcours de soins qui étaient structurés. À quel moment vous avez compris que cette pathologie, justement, nécessitait une organisation différente de parcours de soins classiques? Alors, l'obésité est une pathologie qui nécessite un mélange de professionnels. On n'a jamais pris en charge une personne en situation d'obésité seule. Pas possible. Parce qu'on a une dimension diététique, une dimension activité physique, une dimension psychologique, une dimension scientifique. Et on doit structurer un parcours de soins adapté pour l'accompagnement de ces personnes. Au départ, ces parcours de soins existaient, mais étaient essentiellement hospitalo-centrés. Et j'ai fait partie de ces organisations de soins où vous avez une structure hospitalière qui prend en charge ces patients, qui les accompagne pendant un temps donné, sans lien réel avec la proximité du patient, sans relais avec la médecine de ville et sans dimension éducative thérapeutique accessible. On avait aussi une problématique, c'est que l'éducation thérapeutique, qui est quelque chose qui est largement mis en avant par les différentes recommandations, aujourd'hui les personnes en situation d'obésité y ont très peu accès. Seulement 0,8% des personnes en situation d'obésité bénéficient d'un parcours d'éducation thérapeutique. Et donc, étant issu de ce monde hospitalier, on a commencé à réfléchir sur deux éléments. Comment permettre aux personnes en situation d'obésité d'accéder à une dimension éducative thérapeutique numérique grâce justement à Nuvie. Et l'autre élément a été de comment structurer le parcours de soins pour permettre à ces personnes en situation d'obésité de ne pas faire 400-500 bornes et de prendre une journée pour leur prise en charge et d'avoir une prise en charge plus de proximité, suffisamment agile et couverte par le droit commun, avec des métiers qui, quand on a commencé, n'étaient pas couverts par l'assurance maladie, diététicienne, psychologue, éducation thérapeutique, c'est pas couvert par l'assurance maladie, infirmière d'éducation thérapeutique, c'est pas couvert par l'assurance maladie, et donc il fallait inventer un nouveau parcours de soins en ville, qui soit un intermédiaire entre de l'hospitalisation de jour et de la médecine libérale plus classique, à l'acte, et qui permette aux patients de s'inscrire sur un parcours complet, pluriprofessionnel, interdisciplinaire, et qui s'inscrit dans le long terme.
C'est comme ça, en 2015, qu'on a eu cette réflexion sur comment finalement structurer cette prise en charge qui mélange numérique, présentiel, qui mélange éducation thérapeutique et soins, différents corps de métier, qui soient pas centrés que sur une approche médicale, chirurgicale, médicamenteuse, et qui englobe cet ensemble. D'accord. Aujourd'hui encore, l'obésité reste insuffisamment reconnue comme une maladie chronique. Pourquoi selon vous? Alors, je suis pas sociologue. Pour moi, l'obésité n'est pas encore reconnue comme pathologie chronique, même si ça a évolué énormément, en particulier cette année, parce que c'est une pathologie qui, premièrement, n'avait pas de traitement. C'est difficile de comprendre qu'on a une pathologie et qu'on n'a pas de traitement en face, pas de médicament. Et l'autre chose, c'est que c'est une pathologie qui se voit. Elle se voit, l'obésité. C'est pas une pathologie invisible, on la voit. Et quand une pathologie se voit comme l'obésité, ça amène souvent un jugement de valeur. Et donc du coup, ça amène ce jugement de la société sur ils ont qu'à faire ci, ils ont qu'à faire ça, et beaucoup de stéréotypes. Et aussi la nutrition, qui est quand même un élément essentiel de la médecine, a été très peu valorisée. On a valorisé la médecine d'organes, cardiologue, pneumologue, et très bien. La médecine de certaines pathologies, comme la cancérologie, on traite des cancers, mais la médecine de l'obésité, la nutrition a mis du temps à arriver. Et il n'y a pas véritablement de médicaments liés pour soigner l'obésité? Il n'y en avait pas. Maintenant, on en a. Maintenant, vous en avez? Oui, maintenant, on en a. La problématique qu'on a aujourd'hui sur l'obésité, c'est que vous avez deux approches. Vous avez une approche qui est un marché de l'amaigrissement, c'est-à-dire que des personnes vont chercher à maigrir, pas à traiter l'obésité. C'est vraiment deux choses différentes, et des personnes qui vont chercher à soigner une pathologie chronique. C'est deux démarches différentes. Et donc, aujourd'hui, nous, on construit des parcours de soins pour traiter l'obésité, pas pour répondre à une demande d'amaigrissement. Aujourd'hui, on a des molécules qui sont arrivées, on en parle beaucoup actuellement, qui sont remboursées en partie par l'assurance maladie, et qui vont permettre aux personnes en situation d'obésité d'avoir une approche thérapeutique médicamenteuse de leur pathologie, comme on peut avoir une approche chirurgicale avec la chirurgie bariatrique de leur pathologie. La grosse vigilance qu'on va devoir avoir sur l'usage de ces molécules, c'est inscrire ces molécules dans un parcours de soins de maladies chroniques, et surtout pas inscrire ces molécules dans un parcours d'amaigrissement qui répond parfois à une demande, pas de prise en charge, mais de vouloir maigrir. Il va falloir vraiment faire ces différences. Mais donc on a ces médicaments qui sont arrivés, qui aujourd'hui rendent finalement l'obésité un peu plus noble en termes de parcours. Et en restant toujours sur cette thématique, quelles sont aujourd'hui les principales ruptures de parcours rencontrées par les personnes atteintes d'obésité? Alors, vous avez les personnes qui font face à un système de soins qui est très jugeant. C'est-à-dire, vous avez mal au genou, c'est votre obésité. Vous n'arrivez pas à avoir d'enfant, c'est votre obésité. Et donc du coup, ils sont parfois très malmenés par ce parcours de soins, parce que quand vous faites 150 kilos, je pense que vous souffrez de l'obésité plus que la personne qui vous dit de maigrir, et que vous savez très bien qu'il faut maigrir. Et donc du coup, on a des personnes qui petit à petit s'auto-stigmatisent et n'accèdent pas au parcours de soins, n'accèdent pas à une prise en charge optimale. Et donc il y a des retards de diagnostic qui sont liés à ça. On a ces premières ruptures finalement de non-entrée dans le parcours de soins. Et puis on a aussi ces personnes qui vont débuter une prise en charge pluriprofessionnelle, et qui vont pas accepter que l'obésité est une maladie chronique, et qui vont perdre du poids. Souvent ils cherchent à maigrir au départ, et à un moment donné, quand le poids va remonter, parce que la maladie est chronique, parce que le patient peut rechuter, lui, cette personne, n'ayant pas accepté qu'il souffrait de maladie chronique, ils vont le vivre comme un échec. Je reprends du poids, c'est un échec. Et donc là, contrairement à d'autres personnes qui ont d'autres maladies chroniques, personnes diabétiques de type 2, qui n'arrêtera jamais ses traitements si sa glycémie se détériore, la personne en situation d'obésité,
elle va arrêter sa prise en charge parce qu'elle considère que la rechute est un échec et que ils ont presque honte de reprendre du poids et ils stoppent tout. Et là, ils arrêtent le parcours. Et on les revoit plusieurs années après avec un rebond pondéral et souvent des prises de poids qui sont largement au-dessus de ce qu'ils avaient perdu. Et comment vous accompagnez ça justement? Parce que il y a énormément de stéréotypes, de préjugés autour de l'obésité. Première chose, quand les personnes viennent consulter les équipes, le premier temps, on profile de la personne. En général, on fait ce qu'on appelle un profilage. On fait un phénotypage de la pathologie. Donc, on profile la personne et on phénotype la pathologie. C'est deux choses qui sont un peu différentes. En fonction de ces éléments, on leur explique qu'ils ont une maladie chronique. On est assez franc avec eux, c'est-à-dire que vouloir maigrir, c'est pas traiter l'obésité. Bien évidemment, quand vous traitez l'obésité, il y a forcément des pertes de poids. Néanmoins, le poids n'est qu'un symptôme d'une pathologie plus complexe. Et donc, on aborde tout ça avec eux dès le départ et on leur explique qu'on s'inscrit sur le très long terme. Faire perdre du poids aux gens pendant 1 an, c'est très facile. Nous, c'est pas là-dessus qu'on va s'engager. On va s'engager sur une prise en charge sur le très long cours et qu'à un moment donné, dans cette prise en charge, peu importe la stratégie thérapeutique qu'on va utiliser, il peut y avoir une rechute. Et ça arrive quasiment systématiquement. À partir du moment où ces patients acceptent qu'ils ont une maladie chronique et qu'ils s'engagent dans un parcours de soins sur le long terme, ils savent qu'à un moment donné, ça peut rechuter, mais là, ils savent vers qui vous se tourner. C'est-à-dire nous, donc même quand les patients vont très bien, et heureusement on a des patients qui vont très bien, on les voit au minimum 1 fois par an. Parce que rompre le lien thérapeutique, c'est ne plus être là le jour où il y a un problème. Et il y a tellement de culpabilité d'échapper un petit peu au parcours de soins ou de se sentir de perdre le contrôle, que parfois, si vous dites au patient revenez uniquement si ça va mal, il reviendra trop tard. Alors que refaire le point régulièrement. Donc et les patients le ressentent quand ils commencent leur prise en charge dans les structures de type MNO, ils sentent qu'ils sont accompagnés pour une pathologie, ça les déculpabilise énormément et ils ont la parole qui est relativement libre ici parce qu'ils savent que s'ils font pas exactement ce que le système de soins peut leur demander ou ce que nous on peut leur demander, il n'y aura pas de jugement derrière tout ça. Il faut plutôt chercher à comprendre pourquoi la personne n'arrive pas à mettre en place tel ou tel levier. Et est-ce que cet accompagnement est spécifique à MNO ou dans toutes les autres structures, vous fonctionnez à peu près de la même façon? Alors, l'accompagnement en lui-même, il n'est pas spécifique à MNO. J'ai plein de collègues qui savent très bien prendre en charge l'obésité et non, c'est l'organisation. En fait, MNO, c'est une organisation du parcours qui permet à ces personnes d'avoir cet accompagnement pluriprofessionnel, qui a aussi cette logique d'éducation thérapeutique numérique pour permettre aux patients d'avoir vraiment accès à des connaissances et des compétences avec les outils numériques. Et puis, c'est un modèle économique. Si vous voulez, le modèle MNO, c'est un modèle qui fait que les structures sont viables et sont rentables au bout de plusieurs années. C'est-à-dire que derrière MNO, vous n'avez pas juste un parcours de soins. Vous avez aussi un modèle économique qui permet de tenir. On va y revenir sur la fondation d'MNO. Avant ça, j'aimerais revenir sur l'initiative que vous avez portée sur le parcours coordonné renforcé obésité. En quoi ce dispositif change-t-il concrètement la prise en charge des patients? Il y a plusieurs éléments. Déjà, l'arrêté du 26 février 2026, qui a été publié au journal officiel du 4 mars 2026, est très important parce que ça, vous l'avez dit, l'obésité a du mal à être reconnue comme maladie chronique. Mais l'obésité est la première pathologie à être à l'origine d'un parcours coordonné renforcé français. D'accord. C'est une reconnaissance de la part des instances françaises de cette pathologie qu'est l'obésité, parce que c'est la première à aboutir à ce PCR obésité complexe. L'autre élément, c'est que aujourd'hui, on a un cadre légal publié au journal officiel qui permet l'accompagnement des patients en situation d'obésité complexe, donc phénotype 2 et 3 selon les recommandations de la HAS, avec une équipe pluriprofessionnelle au sein d'une structure, avec un parcours de soins dans le PCR, c'est 2 ans,
et qui permet cette prise en charge forfaitisée. C'est-à-dire que la grosse différence, c'est que le patient vient dans un parcours qui est assumé par le droit commun, donc assurance maladie obligatoire et complémentaire, que ce parcours va être remboursé, que l'ensemble des intervenants de ce parcours seront pris en charge et que le forfait couvre également la partie de coordination du parcours, c'est-à-dire on est vraiment plus dans un système à l'acte, et ça couvre la partie éducation thérapeutique numérique avec le financement de l'outil numérique comme Nuvie. Donc aujourd'hui, on va avoir au niveau national ces 269 possibilités de PCR obésité complexe, avec des vagues d'appels à projets de la part des agences régionales de santé. Les premières, c'est le 30 juin de cette année. Et à partir de ces appels à projets, les structures vont pouvoir candidater, répondre à l'appel à projet. Et si ils cochent l'ensemble des cases du cahier des charges, ils vont pouvoir déployer ce PCR. Et c'est une vraie fierté quand même d'être arrivé avec EMNO à modifier la loi pour permettre au niveau national ce déploiement de cette prise en charge. Il sera important par contre de surveiller et d'avoir une vigilance sur le fait que cette prise en charge soit à la fois ville et hôpital. C'est-à-dire que EMNO est une structure de ville. Il faut que la ville, avec son agilité, puisse s'emparer du sujet parcours coordonné renforcé. Si on reste sur un modèle uniquement hospitalo-centré, c'est pas la vocation d'EMNO et c'est pas pour ça que le PCR a été écrit. Le PCR a été écrit pour que l'ensemble des acteurs, ville et hôpital, puissent s'en saisir. D'accord. Vous avez cofondé EMNO. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu d'où vous est venue l'idée, comment ça s'est passé, à quel moment vous vous êtes dit il faut qu'on crée ces structures? Alors, à l'époque, j'étais le référent national d'un grand groupe d'hospitalisation privée où je structurais les filières de prise en charge de l'obésité pour ce groupe. Et puis j'étais à la fois aussi copilote du comité stratégique du parcours nutrition santé de mon ARS. Je consultais les patients et 2015, on a vu que au niveau des parcours de soins, on avait une rupture parce que on avait ce qu'on appelle les effets centres, c'est-à-dire ces patients qui viennent dans des structures pour les prises en charge, donc dans nos services pour des prises en charge, mais qui faisaient parfois 200, 300, 400, 500 kilomètres, que ça coûtait cher au niveau du système de soins et qu'on n'avait pas, on n'arrivait pas à sortir la dimension éducative, thérapeutique des murs des établissements de santé. Et donc, à l'époque, en 2015, je soumets l'idée à ce grand groupe. Je leur explique que, au-delà des structures hospitalières ou des centres de rééducation, on a besoin de structures plus agiles, ancrées dans la ville, pivot entre le niveau 1 de prise en charge de proximité et le niveau spécialisé, ce qu'on appelle le niveau 3. Ça n'a pas, à l'époque, peut-être on était en avance de phase, 2015, on parlait aussi numérique. Donc à l'époque, il n'y avait pas eu le Covid, personne parlait vraiment peu de numérique en santé, et surtout dans la dimension éducation thérapeutique. Et donc, le groupe n'a pas été intéressé. Et comme nous étions convaincus que c'était une bonne idée et surtout une réponse à un besoin pour les patients en premier lieu, mais aussi pour les professionnels de santé qui accompagnent ces patients et pour le système de soins, on a fondé EMNO tout seul. Très rapidement, l'agence régionale de santé Bourgogne-Franche-Comté, qui soutient quand même beaucoup les innovations, a vu dans ce modèle quelque chose d'innovant qui a semblé. On avait aussi fondé à l'époque PSD Nuvie et donc le numérique et c'est en 2018. Donc EMNO, les premiers patients ont été inclus en 2017 dans nos parcours de prise en charge, avant l'article 51. Et quand l'article 51 est sorti en mars 2018, dans le PLFSS 2018, très rapidement, la RS Bourgogne-Franche-Comté nous a dit, finalement, votre modèle, ça peut être un modèle innovant article 51, et ce serait bien de candidater. Est-ce que vous pouvez juste nous rappeler qu'est-ce que l'article 51? Alors, l'article 51 est un article de loi, le numéro 51 du PLFSS, donc du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2018. Cet article, il permet de construire des innovations du parcours de soins, des innovations qui dérogent au droit commun, c'est-à-dire à l'assurance maladie, qui innovent, de tester ces innovations de terrain, de les évaluer, et après une évaluation indépendante,
de regarder si ces évaluations peuvent être transposées dans la loi et dans le droit commun pour qu'elles soient diffusées au niveau national. Donc l'expérimentation l'article 51 est un processus assez innovant français. On a eu, je crois, on est à peu près à 1500 lettres d'intention. Je crois qu'on est à peu près à 140, 150 projets qui ont été article 51. Et EMNO a été le premier sur l'obésité. EMNO a été le seul en ville à avoir à la fois une prise en charge médicale interdisciplinaire, une prise en charge chirurgicale, une prise en charge médicamenteuse. On est la seule expérimentation article 51 à avoir eu l'accès précoce au sémaglutide, donc au traitement médicamenteux de l'obésité en 2022. Et EMNO a été la première à montrer son efficience médico-économique. Et donc à partir de 2024, on a eu tout ce process après l'expérimentation de travail avec la direction de la sécurité sociale, de capitalisation sur le modèle EMNO pour que ça devienne le PCR publié en 2026. D'accord. On a vu tout à l'heure que EMNO accompagne les patients, mais EMNO accompagne aussi les professionnels. En fait, EMNO est un outil qui, encore une fois, en premier lieu, aide le patient et d'ailleurs son entourage. On inclut toujours l'entourage aussi dans la démarche, avec ses prises en charge pluriprofessionnelles. Mais EMNO, c'est aussi un outil pour permettre aux professionnels de santé d'exercer leur art dans de bonnes conditions. Et dans de bonnes conditions, ça veut dire d'avoir un outil adapté, un outil pluriprofessionnel, coordonné, et une structure qui leur permet d'avoir une activité mixte. Par exemple, on peut avoir des personnes qui sont salariées et libérales, de mélanger ces activités avec cette liberté d'activité, et puis au final aussi d'avoir une rentabilité de son activité. D'accord. Vous avez dit quelque chose de très intéressant, c'est que EMNO n'accompagne pas seulement le patient, mais aussi l'entourage. Oui. Comment vous accompagnez aussi l'entourage? Alors, ça a toujours été très compliqué d'inclure l'entourage dans les process d'éducation thérapeutique parce que faut du temps, ils ont du mal à se déplacer. Il y a aussi beaucoup de stigmatisation au sein de la famille, hein. C'est-à-dire que souvent l'entourage ne comprend pas ce qu'est l'obésité. Donc nous, dès qu'on peut, en consultation, que ce soit infirmière, médecin, diète, psy, activité physique, on fait venir l'entourage dès qu'on peut, et on utilise le numérique. On a vu que faire venir l'entourage, on y arrive, mais c'est pas si simple que ça, parce que ça demande du temps. Et tout le monde peut pas se libérer. Par contre, le numérique nous permet une chose, c'est d'aller au foyer. D'aller dans le foyer. Et donc du coup, plutôt que ce soit le patient qu'on voit en consultation qui retranscrive pourquoi la prise en charge, pourquoi l'obésité c'est une pathologie chronique, pourquoi j'ai besoin de telle ou telle chose dans mon parcours de soins, l'outil numérique permet à l'entourage d'accéder à des informations validées, d'acquérir ce même niveau de connaissance pour que l'entourage devienne ressource du parcours de soins. Parce que quand vous traitez un patient pour son obésité, le patient il mange pas tout seul à la maison, le patient il y a des comportements qui sont liés à l'environnement familial, professionnel et familial, et donc du coup si vous n'incluez pas, en tout cas si vous tentez pas d'inclure l'entourage dans la démarche, le patient il se retrouve parfois face à un mur chez lui. Donc il faut l'inclure pour que l'entourage devienne ressource et soit plus un obstacle de la prise en charge. Donc si je comprends bien, en fait, c'est un accompagnement 360, c'est-à-dire que le patient, lorsqu'il a besoin d'être accompagné, vous êtes là pour accompagner. Lorsque le patient va bien, vous le voyez peut-être qu'une fois ou deux fois dans l'année. Exactement. Et vous allez bien au-delà de ça, c'est-à-dire que vous accompagnez aussi les familles, vous sensibilisez aussi un petit peu les familles du coup, ce qui contribue à aider la personne à continuer son parcours, être sérieux dans son alimentation, ça crée une dynamique familiale. D'accord. Donc on joue là-dessus. Vous avez la dynamique entre patients, parce qu'il y a aussi ça sur lequel on joue, c'est-à-dire que les patients, très vite j'ai compris que quand je leur expliquais quelque chose en atelier de groupe, j'étais jamais la bonne personne. Soit parce que je souffre pas d'obésité, soit parce que j'ai une blouse blanche. Donc je l'ai pas aujourd'hui, mais en fait, même si ils entendent mon discours d'obésité maladie chronique, je la vis pas la pathologie. Par contre, s'il y a un autre patient ressource, patient expert, patient partenaire, peu importe comment on le nomme, reprend mes mots avec son vécu de patient, ça n'a pas du tout le même impact pour les autres. Et c'est pour ça qu'on utilise aussi beaucoup la dynamique de groupe, qu'elle soit présentielle, mais aussi numérique. C'est-à-dire que dans nos outils digitaux,
on a des communautés. Alors les patients sont pseudonymisés, anonymisés, ils ont des avatars, mais ils échangent entre eux avec des patients experts parce que je suis convaincu que le message passe beaucoup mieux et le patient se l'approprie mieux quand c'est un autre patient qui lui transmet le même message que moi je peux transmettre. Ça responsabilise aussi. Ça responsabilise, puis certains patients ressources justement se sentent, ils aiment faire ça parce qu'ils aiment apporter ce qu'ils ont appris. Le transmettre aux autres, c'est quelque chose qu'ils aiment bien faire. D'accord. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes amené à collaborer avec des structures du territoire? Je pense notamment au CPTS, au DAC ou d'autres dispositifs. Bien sûr. Alors, faut bien comprendre que l'article 51 MNO a été conçu de manière modulaire. C'est-à-dire que très rapidement, avec l'équipe nationale du ministère 51, on a envisager la transposition. Et pour ça, il fallait que MNO soit un élément d'un parcours de soins. L'avantage en Bourgogne-Franche-Comté, c'est que, copilotant le comité stratégique du parcours nutrition santé de l'ARS Bourgogne-Franche-Comté depuis 2015, ça fait plus de 10 ans maintenant, ce parcours de soins sur la région, je le connais par cœur. On fait des réunions régulièrement dans ce comité stratégique, les acteurs se connaissent, donc le schéma régional de santé, je le connais, on a écrit le PRS, donc tous les acteurs de la région se connaissent et MNO vient pas remplacer une structure, mais vient s'interfacer avec les différentes structures, c'est-à-dire ce niveau 1 de prise en charge, MSP, CPTS, qui a besoin de structures de ville pour prendre en charge les patients complexes, sans forcément avoir besoin d'adresser à l'hôpital, mais aussi ces structures hospitalières, que ce soit les CMR, les centres médicaux de rééducation, anciennement les SSR, qui ont besoin aussi de structures de ville comme nous, mais que nous on a besoin aussi d'adresser à ces structures. Et puis évidemment nos CSO, nos centres spécialisés d'obésité et nos CHU, qui peuvent donner des avis sur des obésités complexes, mais qui aujourd'hui sont pas en capacité de suivre les patients sur le long terme avec une équipe pluriprofessionnelle. Docteur Gauthier, vous êtes également CEO de Nuvi. Oui. Alors, est-ce que là, pareil, vous pouvez nous raconter un petit peu comment s'est passée la création, comment vous est venue l'idée? Je vais vous faire l'histoire. Même époque, 2015. Comme je l'ai dit, notre objectif, c'était de monter une approche de ville accessible, temporelle, géographique, pour les patients et de faire en sorte que l'éducation thérapeutique sortent des murs des établissements de santé et que on puisse s'adresser à beaucoup plus de patients avec cette dimension éducative thérapeutique. Très rapidement, on a vu que le numérique pouvait nous aider. Donc on a testé de 2015 à 2018 des outils, un peu dans mon garage, moi je suis pas développeur, donc on a testé des outils, on a regardé, donc on a fait des sites, on a regardé les groupes Facebook, comment ils fonctionnaient, et puis on a cherché surtout des solutions qui pouvaient répondre à notre besoin. Solutions numériques qui, à l'époque, 2015-2018, étaient des solutions synchrones, c'est-à-dire solutions synchrones, c'est des solutions de visio. Encore une fois, c'était avant le Covid, Et on avait des outils de coordination, des outils de coordination du soin. Mais on n'avait pas d'outils d'éducation thérapeutique numérique. Je pense que le terme IETP, on l'a quasiment inventé en France, et on a 2018, ne voyant pas d'industriel numérique répondant à notre besoin, un peu comme MNO, on s'est dit, pour avoir l'outil qui corresponde le mieux possible à notre besoin et le maîtriser, on va concevoir la société qui va créer l'outil. Donc on a fondé le PSD en 2018, en septembre 2018, et puis petit à petit, on a conçu nos premiers modèles, on a développé nos premiers modèles de parcours d'éducation thérapeutique numérique sur l'obésité. On a internalisé l'ensemble des ressources pour être complètement à la maîtrise. Aujourd'hui, tout ce qui est produit sur Nuvi, c'est hébergé en France, c'est sécurisé, c'est RGPD, et c'est surtout fait en interne. Donc ça nous donne cette agilité. Et petit à petit, on est devenu l'outil intégré au PRS de notre ARS, c'est-à-dire qu'on est l'outil régional
d'IETP de notre ARS. On est déployé au niveau national. On est sur l'obésité, la chirurgie bariatrique, les traitements médicamenteux de l'obésité, le diabète de type 2, l'endométriose, l'insuffisance cardiaque, bientôt maladie rénale chronique, la prévention, la nutrition maternité. On s'est déployé sur d'autres aires thérapeutiques que l'obésité. Aujourd'hui, Nuvie, c'est 24 collaborateurs. Ah, quand même. Et c'est quoi la différence entre MNO et Nuvie? MNO est l'entité qui a été porteur de l'article 51, qui prend en charge le parcours du patient. D'accord. Donc c'est la structure de prise en charge présentielle, qui utilise Nuvie, donc l'outil digital, pour la dimension numérique, éducative, thérapeutique et même phénotypage de l'obésité, parce qu'on a aussi des outils de phénotypage. Nuvie, c'est vraiment la branche numérique du parcours de soins, que ce soit pour l'obésité dans le cadre d'EMNO et du PCR, mais ça peut être dans d'autres parcours de soins, parce que insuffisance cardiaque, moi, je suis pas cardiologue, donc j'en ai pas besoin dans EMNO. Mais du coup, on a des structures, MSP, CPTS, établissements de santé, qui peuvent utiliser Nuvie pour ces parcours d'éducation thérapeutique numérique sur les autres pathologies. Selon vous, quel rôle peuvent jouer les collectivités locales et les organisations territoriales dans la prévention et la prise en charge de l'obésité? Alors, je pense qu'il y a un travail à faire qui dépasse le cadre du parcours de soins et qui dépasse le parcours coordonné renforcé. Le parcours coordonné renforcé, c'est la prise en charge, comme EMNO, patients complexes, obésité complexe, phénotype 2, 3. Donc, on arrive sur des patients qui sont déjà sévères. On a un vrai besoin d'intervenir avant. Donc, collectivité locale, organisation territoriale, je pense qu'il y a besoin d'avoir un vrai maillage territorial qui pourrait s'ancrer avec une structure type EMNO, qui aurait des ramifications satellites pour des patients phénotypes plus simples, voire des patients surpoids, et que on puisse, à partir de ces structures satellites, diffuser finalement l'expertise de l'approche EMNO pour prévenir la pathologie et faire en sorte que les patients qui sont aujourd'hui en surpoids ou en phénotype 1 ne deviennent pas des patients en phénotype 2 et 3. D'accord. Et la vraie réflexion qu'il faudrait avoir, et on n'a pas encore, on peut pas encore aujourd'hui mettre en place, c'est d'avoir une dimension responsabilité populationnelle sur la pathologie obésité. Dire, ok, le soin, c'est bien, mais à avoir cette dimension préventive d'une population, là, on ferait des économies de santé. Mais il faut pas cloisonner les deux. C'est-à-dire que il faut avoir cette démarche. EMNO, c'est ça. EMNO, c'est une démarche qui est à la fois curative de l'obésité, thérapeutique, mais aussi préventive. Avec l'entourage, comme je vous l'ai dit. Mais il y a aussi les partenariats qui se mettent en place avec des prévoyances. Avec des prévoyances sur, par exemple, des entreprises qui ont des collaborateurs qui sont en surpoids ou qui débutent une obésité, qui peuvent proposer des parcours de prise en charge qui sont cette fois-ci pas du parcours coordonné renforcé, mais qui sont une prise en charge avec la même équipe, la même expertise, mais sur la dimension préventive, pour que ces collaborateurs améliorent leur qualité de vie comme ça a été prouvé dans EMNO, mais aussi que ces collaborateurs ne souffrent pas d'obésité complexe plus tard. Donc il y a toute cette dimension. Aujourd'hui, nous, on commence déjà à l'intégrer dans EMNO, cette dimension préventive de la pathologie obésité, mais avec le même niveau d'expertise que l'équipe qui prend en charge les patients d'obésité complexe. Comment vous faites aussi pour travailler dans les zones moins dotées en ressources médicales? C'est là où les collectivités locales peuvent avoir un vrai intérêt. C'est-à-dire que la Bourgogne-Franche-Comté, on a des zones qui sont sous-dotées d'un point de vue médical. Les professionnels, les médecins spécialistes de l'obésité, il y a une démographie qui est catastrophique. Donc là, on est déjà en train de le déployer et on va le tester. On a une structure EMNO comme EMNO Bourgogne et on crée des structures satellites qui vont être des structures de proximité avec des professionnels type diététicienne, psychologue, activité physique adaptée, infirmière, pratique avancée ou pas, qui vont pouvoir prendre en charge des patients en proximité,
D'accord. donc sur des centres de santé, sur des MSP, des maisons de santé pluriprofessionnelles, des CPTS, et qui auront un lien de téléexpertise avec la structure MNO1. Parce que faire venir systématiquement les patients sur le centre MNO Bourgogne, c'est pas bien. C'est pas bien pour plein de choses. Le temps, l'accessibilité géographique, l'empreinte carbone. Enfin, bien, il y a plein d'éléments qui font que c'est pas bien. Donc, autant former et équiper les collectivités territoriales de ces équipes, qu'on peut appeler satellites, et c'est pas péjoratif de dire satellite, mais avec le lien en téléexpertise sur la structure MNO1, et comme ça, au moins, vous avez une offre de soins qui est territoriale, qui est répartie et qui maille le territoire. D'accord. Est-ce que tous les professionnels peuvent utiliser MNO? Alors, MNO, le PCR. Le PCR. Alors, le texte est très clair. Hein. Il y a une équipe socle. Médecin spécialiste de l'obésité. D'accord. Une infirmière, diététicienne, psychologue et professionnel de l'activité physique adaptée. D'accord. Donc, vous avez besoin de cette équipe socle. Cette équipe socle soit en capacité de déployer un programme d'éducation thérapeutique, donc ils ont besoin d'être formés. Et d'un point de vue juridique, il faut qu'ils soient structurés soit en CISA, c'est le modèle juridique des maisons de santé pluriprofessionnelles, soit en centre de santé, soit un établissement de santé. Okay. Donc vous avez un texte, hein, c'est la loi, vous devez rentrer dans ces cases pour pouvoir porter un PCR. MNO, c'est différent. MNO, on peut intégrer le PCR, on intègre le PCR dans MNO, mais MNO, vous avez compris que c'est pas que ça. C'est la prise en charge de patients plus simple, préventive, c'est des partenariats avec d'éventuelles prévoyances, et il y a des patients aussi qui ont besoin d'un peu plus que ce que propose le PCR, ce qui est déjà bien, c'est prise en charge pluriprofessionnelle sur 2 ans, mais l'avantage d'un centre MNO, c'est que quand le patient a besoin d'un peu plus, ben on peut lui proposer parce qu'on a les professionnels qui ont l'activité à côté. Donc c'est 2 choses différentes. Mais aujourd'hui, en France, quand vous répondez à tous ces éléments, vous pourrez candidater aux appels à projets des ARS avec les différentes vagues que j'ai citées, et ensuite, si vous êtes retenu, vous ferez partie des 269 PCR obésité complexe français. D'accord. Docteur Gauthier, on arrive à la fin de l'interview. J'ai une dernière question pour vous. C'est, est-ce que selon vous, des dispositifs comme les PCRO, MNO ou NUVI annoncent une nouvelle manière d'organiser les parcours de soins en France et dans les années à venir? Je peux pas vous répondre non, évidemment. C'est une vraie rupture. On est sur un système à l'acte. Le système à l'acte n'est pas adapté à des pathologies chroniques, n'est pas adapté à une interdisciplinarité. Donc, il faut conserver ce système à l'acte parce qu'on en a besoin, et puis la médecine libérale est dessus. Par contre, cette logique de parcours, cette logique de gradation de la prise en charge, cette logique de décloisonnement entre la prévention, le soin, entre l'éducation, le soin, entre l'hôpital, la ville. Alors c'est disruptif et c'est pas simple d'être disruptif dans le système de soins parce que vous cochez pas les cases, mais c'est une vraie avancée pour les patients et pas encore une fois pour les professionnels de santé. Je pense aussi que les professionnels de santé ont besoin à un moment donné d'avoir à disposition des outils qui leur permettent d'exercer leur activité dans de bonnes conditions. En tout cas, selon ce qu'ils considèrent être de bonnes conditions. Bien sûr, tout ça est fait pour les patients, mais on a aussi besoin d'une médecine de ville structurée, coordonnée, et ces évolutions, elles vont permettre ça. Très bien. Docteur Gauthier, merci infiniment de nous avoir donné tous ces éléments. Merci infiniment pour tout ce que vous faites avec MNO, avec NUVI. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter sur tout ce qu'on s'est dit, des éléments que j'aurais peut-être oublié de vous demander et qui vous viennent là à l'esprit? Je pense que il faut comprendre
que tout ce qui est construit là est fait pour les patients, pour le système de soins, que c'est une chance de pouvoir innover tout en étant expérimentateur de terrain. Je suis toujours en lien avec les patients. EMNO, en tout cas, ma partie EMNO, c'est une centaine de patients par semaine, en plus de tout le reste. Mais je pense que ces systèmes de soins de maladies chroniques ont besoin d'acteurs, peut-être atypiques, faut le reconnaître, qui ont cette vision 360, c'est-à-dire une vision très institutionnelle et tutélaire, avec tout ce que ça comprend, une vision opérationnelle dans le soin, avec une expertise métier du soin dans le domaine qui est le mien, l'obésité, et puis une vision qui peut parfois choquer, mais un peu entrepreneuriale, dans le sens où quand on est entrepreneur, on sait qu'on a des entrées et des sorties, et que si on veut que le système de soins soit efficient sur le très long terme, il faut avoir cette petite logique de se dire, ce que je vais construire, est-ce que ça va apporter un bénéfice pour les patients, un bénéfice pour les professionnels, mais aussi un bénéfice pour le système de soins. Et je pense que c'est un message important à faire comprendre, c'est que cette notion entrepreneuriale de nos activités, qui est parfois mise à mal, parce que ça peut surprendre, elle est nécessaire parce qu'on a cette logique aussi pas de rentabilité, mais en tout cas d'équilibre budgétaire. Très bien. Merci beaucoup, Dr Gauthier. Merci. Je vous dis à une prochaine fois. À bientôt. Merci, à bientôt, au revoir. Au revoir.